Bonjour chers frères et sœurs, nous allons poursuivre la série sur le bilan de l'archéologie en Côte d'Ivoire, de l'ouvrage du professeur Hélène Timpoko Kenon Kabore, de Luko et de Hucheson, qui présente le bilan et les perspectives de l'archéologie en Côte d'Ivoire. Donc nous allons poursuivre cela. Alors, se basant sur les interprétations typologiques et géologiques, alors chez Norkian, qui a eu à travailler sur justement le site paléolithique d'Anyama, il a fait un article en 1983 à ce propos. Alors, il indique que la phase ancienne qui concerne les artefacts des niveaux supérieurs des terrains détritiques à la Chéléen, couche 2 du site de la BT1, c'est un cours d'eau qui se trouve dans la région d'Anyama, la BT. Alors l'auteur attribue ça à une période ancienne s'étendant, disons, de 10 000 ans à 12 000 ans, voire 18 000 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez? Donc vous voyez que la Côte d'Ivoire, c'est une terre qui est peuplée depuis longtemps, depuis le Paléolithique, voire même 18 000 ans avant Jésus-Christ. La phase récente, qui se caractérise par un faciès noustéroïde, quelquefois ils ont des termes très techniques que moi-même je ne comprends pas, présent dans des sables argileux rouges homogènes, toujours aussi de la BT1, autour de 18 000 ans avant Jésus-Christ, pour sa limite supérieure. Là, c'est issu d'un travail qui a été effectué par Guédé Yodé en 1995. À Benjerville, de nombreuses pièces lithiques, c'est-à-dire en pierre, dont des bifaces ainsi que des outils issus de la terre de Bar, comprenant microlithes, c'est-à-dire des petites pierres qui ont été travaillées bien sûr, en contexte stratigraphique, sont prélevés. Voilà. Alors, ils vont faire des figures, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ils situent chronologiquement ces éléments-là, ces outils-là, autour de 13 050 ans avant Jésus-Christ à 230 ans avant Jésus-Christ. Alors ici, il s'agit d'outils en quartz, non géométriques, de racloirs, de burin et d'éclats retouchés. Voilà. Alors donc je vous présente ça, voici les outils là qui sont là, ici à ce niveau-là. Voilà, ce sont les outils dont on parle ici. Alors, il y a tout un tableau qui montre l'ensemble des outils, etc. Mais je ne vais pas vous présenter ça parce que ce serait fastidieux. Alors maintenant, on va passer, disons, aux vestiges de l'Ouest montagneux. Alors, concernant les vestiges de l'Ouest montagneux, alors ces vestiges ont été répertoriés dans les profils des tranchées routières et parfois à la surface de la cuirasse latéritique. La matière première utilisée pour la confection de cet outillage est exclusivement en quartzite, c'est-à-dire en quartz en fait. Le matériel paléolithique récolté aux environs de Biankouma sur l'axe Gouessessou-Blaglasso est constitué essentiellement de ce qu'ils appellent chopper. Bon, on va vous montrer ça. C'est ça que les figures qui sont là à la page 5, c'est ce qu'ils appellent chopper. Voilà. Voilà les outils qui sont là, c'est ce qu'ils appellent chopper. Alors, ce sont des outils assez massifs et archaïques. Là aussi, Guédé Yodé en parle. Il a fait des recherches là-dessus en 1995 et puis en 2002. Alors, il est à noter que cette industrie diffère de celle des autres régions déjà citées. Au niveau du centre du pays, dans l'état actuel des connaissances, les régions du Baoulé Sud n'ont livré que des vestiges attribuables aux périodes méso-néolithiques ou néolithiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'âge de la pierre polie. Les vestiges paléolithiques ont plutôt été identifiés dans les régions du centre-ouest,
où plusieurs campagnes ont permis de mettre à jour différentes industries. Ces découvertes ont été utiles pour battre en brèche certaines hypothèses qui considéraient ces régions comme n'ayant pas connu une occupation préhistorique. Oui. Les recherches entreprises par Gédé Yodé et son équipe dans les sous-préfectures d'Issia et de Saïwa ont abouti à des résultats très probants publiés dans différentes publications scientifiques. Gédé Yodé 1995 et 2002. À Issia, par exemple, le site de Mira, dans un profil de la tranche routière, a livré dans sa partie sommitale, c'est-à-dire au sommet donc, une industrie très riche, avec des éclats et pauvres en nucléides et outils. Les sites de la sous-préfecture de Saïwa ont été plus nombreux. On peut citer ceux de Digbebré, Boko, près de Lukwao, Zouzou 1 et Zouzou 2, Lakodou, Bribré, excusez-moi, ce n'est pas facile, et Bago, Zem, près de Daïra. Tout ça, ce sont des sites archéologiques. Kwayo, près de la rivière Gorée. Voilà. Et près de Niakia. Les industries identifiées sur ces sites ont été reconnues dans des dépôts alluvionnaires et résiduels, le plus souvent localisés près des rivières, à l'exemple des sites Lakadou au niveau de Zézéaïo et de Kwayo, près de la rivière, excusez-moi, c'est pas facile parce que là, près de la rivière Gorée. Des industries paléolithiques ont également été retrouvées dans des grottes, à l'exemple de Zouzou 1 et Zouzou 2. Ces dernières, décrites par Gédé Yodé, s'étendent sur le prolongement du plateau de 250 mètres d'altitude à 3 km au sud-ouest de Saïwa. Elles sont constituées de cavités de dimensions relativement moyennes, taillées dans la cuirasse latéritique et disposées en système d'étages. À Zouzou 2, dans la plus importante des grottes qui composent l'étage inférieur, existe un vestibule de 10 mètres de longueur sur 6 mètres de large et 2,60 m de hauteur, reliant deux galeries. Les industries identifiées dans la région sont dans l'ensemble assez similaires. Ce sont essentiellement des industries à éclat avec de rares nucléus et outils. En effet, sur le site de Mira, dans la partie sommitale, des sables argileux ont livré des éclats et quelques nucléus et outils. À Digbebré, les chercheurs ont découvert une proportion importante d'éclats, très peu de nucléus et peu d'outils. Par exemple, à Zouzou 1 et 2, sites proches des grottes, l'outillage est essentiellement fait sur éclats grossiers avec de puissantes conchoïdes. Les Valois, aucun nucléide ni outil n'a été identifié sur ce site. À Bribé et à Niakia, on note la présence des mêmes types d'industries que sur les sites précédents. Cependant, les sites de cette zone, à savoir Lakedou et Babo Zem, ont fourni un matériel différent. Au niveau du premier site, les industries sont dans la majorité des cas des outils massifs présentant les mêmes caractéristiques que celles de la BT dans la région des lagunes. Vous voyez? Donc, des outils identiques, on les trouve dans la région de Saïwa, et puis maintenant on les trouve dans la région d'Anyama, aux abords de la rivière BT. Vous voyez? Identiques. Vous voyez la région, pays BT à Saïwa, Anyama, pays Aké. Voilà, donc c'est ça. Le second, quant à lui,
en plus de présenter des industries à éclat, révèle également des outils en grand nombre. La présence d'éclats à enlèvement centripète et d'un débitage Levallois a conduit Guédé-Yodé à opter pour une classification au Middle Stone Age et de ces industries. Bon, Middle Stone Age, c'est-à-dire l'âge moyen de la pierre. Bon, il faut dire qu'il y a des termes techniques que moi-même je ne comprends pas. Je vous les livre quand même. Il y a des termes techniques parce que moi je suis pas archéologue. Il y a quand même des termes techniques. Mais ce que je veux vous amener à comprendre, c'est l'idée générale. Cela veut dire que dans ces périodes préhistoriques, mais nos ancêtres pratiquaient beaucoup le nomadisme. Ils se déplaçaient et ils fabriquaient des outils identiques dans différentes régions. Voilà. Est-ce que c'est un hasard que des outils qu'on trouve sur les rives de la rivière Bété dans la région d'Anyama et ceux qu'on trouve dans la région de Saïwa, en pays Bété, soient identiques? Non, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Les recherches pétrographiques ont montré que l'essentiel des matières premières à base de dolérite et de quartz se rencontrent dans la région. Les outillages en dolérite qui abondent dans les dépôts résiduels affleurent dans le nord de Bribé. À Dibébré, par contre, où existe aussi un outillage de dolérite, aucun affleurement n'a été identifié. Dans les dépôts alluvionnaires du bassin de la rivière Gorée, l'outillage est façonné dans des galets, des blocs et des plaquettes de quartz. Bilan. Ça, c'est une partie, ce n'est pas fini, ça se poursuit. La Côte d'Ivoire a connu une série d'occupations paléolithiques, période de la pierre taillée, avec des assemblages diversifiés au niveau typotechnologique. Une seule date absolue est connue pour cette période. Il s'agit de celle obtenue à Bingerville, qui situe ce site au paléolithique final ou supérieur. Bon, c'est mis 13 050 ans à 230 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Le plus bas niveau d'un profil du site de la Bété, livrant un matériel qualifié de sanguin, fournit également des dates par thermoluminescence 254 000 ans avant Jésus-Christ à 51 000 ans avant Jésus-Christ. Ça correspond d'après eux au Pléistocène moyen. Voilà. Donc vous pouvez regarder les articles de Guédé-Yodé et de Loubine qui datent de 2006. Et aussi il y a l'article de Jobin qui date de 2013. Donc, le manque de datation absolue pour ce type de site ne permet pas d'aller plus loin dans les interprétations. Alors, vous voyez, la question de la datation. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire doit faire un effort pour avoir un laboratoire de datation. Ne serait-ce qu'un laboratoire de datation carbone 14. Parce que la thermoluminescence, encore, c'est une autre technique de datation. Mais la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire veut s'offrir des laboratoires pour faire cela, mais la Côte d'Ivoire peut le faire. Par exemple, à l'université Cheikh Anta Diop, à l'UCAD, mais il y a l'IFAN, où il y a le laboratoire encore du très regretté professeur Cheikh Anta Diop, où là-bas, bon, on fait la datation des objets archéologiques, on fait la datation. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire ne veut pas s'offrir cet outil qui est important? Voilà le problème. Le manque de datation absolue donc pour ce type de site ne permet pas d'aller plus loin dans les interprétations. Or, c'est important. Les recherches sur plusieurs sites africains ont en effet montré qu'une attribution basée exclusivement sur des typologies de formation géologique ou des industries n'est pas toujours fiable. Donc, il faut la datation. C'est important, il faut la datation. Je vais m'arrêter là. Donc, bientôt, nous allons aborder ce qui concerne le néolithique. Voilà, ce qui concerne le néolithique. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan.
en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, j'ai informé le professeur Kinon Kaboré que je présente le bilan, hein, le contenu de son ouvrage sur le bilan de l'archéologie en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs aussi, j'ai informé le professeur Kwaku Kwasi Simeon. Il m'a offert généreusement un ouvrage sur les amas coquillés. Les amas coquillés. Donc un aspect de l'archéologie qui concerne surtout la région lagunaire de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc l'ouvrage est là. Je l'ai parcouru. Je ne comprends pas toujours le langage technique des archéologues, mais je vous les présente quand même. Je vous les présente quand même. S'il y a des auditeurs qui ont fait l'archéologie, bon, ils pourront faire des commentaires pour préciser certaines choses. Voilà, c'est ça. Donc, quand j'aurai fini avec cet ouvrage de Kinon Kaboré, de Luku, etc., et de Huissecom, hein, je vais présenter aussi l'ouvrage du professeur Kwasi Kwaku Simeon. Ce sont les archéologues, voilà. Donc, c'est cela. Ils ont besoin d'un laboratoire de datation. Merci encore et bonne journée à tous.